pense que c'est Alberto Elli qui est ici en seconde position. Vincent Laveny avait dit que son équipe jouerait un rôle dans ce Milan-San Remo. Eh bien, cela se confirme sur le terrain. Vous avez vu successivement Hamburger, vous avez vu Yerman, Rodolfo Massi, les coureurs de l'équipe Casino très présents. Je crois que Laurent Jalabert est là. Il me semble que c'est lui qui était environ en 17e, 18e position. Mais cela mérite d'être confirmé. On va bien regarder. Si c'est lui, il est dans une bonne position, hein, parce qu'il reste à l'abri, il ne se montre pas trop, il n'a pas de travail à faire. Bartoli, Guidi. La moto qui suit le premier groupe. Il semble bien avoir aperçu votre ami Hulot. Oui, je crois que c'était Stéphane avec le dossard. Votre ami, parce que vous avez été réchauffé ce matin avant le départ. Oui, tout à fait, mais c'est un garçon épatant. Attaque en tête de la course. Alberto Elli. Alberto Elli qui avait terminé deuxième. Voici Laurent Dufaux. Apparition également au bon moment. Voici Stéphane Hulot. Dans la roue de Stéphane Hulot, Guidi. Stéphane Hulot qui a particulièrement préparé ce Milan-San Remo. Il a notamment suivi de longues séances, un peu à l'image de Laurent Fignon à la fin des années 80. De longues séances avec Alain Galopin, qui est aujourd'hui le directeur sportif de la Française des Jeux. On a aperçu Tchmil aussi également. Oui. Dans ce groupe, il y a Bougert. Il est là, voici Bartoli avec le 11. Zabel dans la roue de Bartoli. Regardez. Si ces deux-là s'en vont, il vaut mieux pas être loin. Hein. Oui, tout à fait. Il faut être absolument avec eux. Il y a 11 km entre le bas de la descente de la Cipressa et le début de l'ascension du Poggio. Bartoli avec le maillot de vainqueur de la Coupe du Monde. Eric Zabel en deuxième position. Oui, ils se sent très fort, Eric Zabel. Première position, Rolf Yerman. Rolf Yerman, Eric Zabel. On a vu donc il y a un instant André Tchmil, on a vu Laurent Dufaux, on a vu Stéphane Hulot. On se souvient que l'an dernier Stéphane Hulot avait attaqué à moins de 2 km de l'arrivée. Il était avec Ballerini. Je crois que j'ai vu Moncassin là, Bernard. Me semble, oui. Toujours des attaques. Le peloton va se reformer un peu. Pas confirmation de... Voilà, Christophe Moreau qui marche très bien en ce moment. 6e de Paris-Nice. Le voici, Christophe Moreau. Encore avec Forconi. Ah non, cette fois, c'est Vélo. Le bien nommé. Marco Vélo. Le bien appelé. Voilà, Marco Vélo, l'équipe Mercatone. Voici Christophe Moreau, qui est devenu un des meilleurs coureurs français. Attention, les attaques sur la gauche de la route. On vient de voir Rodolfo Massi. Coureur de la Polti. Coureur de la Polti qui n'est autre que Rossano Brasi. Les cheveux très courts. Oh, ces attaques font très mal entre le bas de la descente du Cipressa et le pied de l'ascension du Poggio. C'est difficile à contrôler parce que les attaques se font un petit peu à l'instinct et difficile de prévoir à quel moment un coureur va attaquer. Il n'y a pas vraiment d'endroit stratégique pour attaquer. Dès qu'il y a une ouverture, les coureurs n'hésitent pas à s'engouffrer et à lancer une attaque. Christophe Moreau, je pense qu'il est derrière. Oui, il me semble bien avoir aperçu Christophe Moreau en retour sur Brasi. Attention, ce sont deux excellents rouleurs. Voici Christophe Moreau. Par contre, est-ce que... c'est Richard. Non, c'est Richard Virenque. Est-ce que Brasi acceptera de rouler avec Richard Virenque? Je ne pense pas, parce qu'il sait très bien que contre Richard, dans la montée du Poggio, il aurait peu de chance. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Richard Virenque. Vous voyez qu'il y a beaucoup de coureurs dans ce groupe que malheureusement nous n'avons pas encore pu détailler.
Richard Virenque avec Rossano Brasi. Regardez, ils ont pris 200 mètres, 250 mètres peut-être. Ils ont surpris tout le monde, hein, ça ralentit un peu. On hésite à lancer la chasse derrière eux. Il y a un Casino qui lance la chasse. Avec Christophe Moreau dans la roue. Mais Christophe ne roulera pas. Bien sûr. Il semble aussi qu'il y avait un Polti. Donc ce coup-là est mort. Il ne reviendra pas sur les hommes de tête. Il faut absolument qu'une équipe se mette en tête pour espérer revenir, parce qu'en attaquant comme cela, en plus, c'est très bon, tout bon pour Richard Virenque. Le final, bien sûr, est un final excellent, avec l'ascension du Piaggio, une descente acrobatique. Aujourd'hui, les conditions sont bonnes. Il n'a pas plu, la route est bien sèche. Donc Richard Virenque, qui est un bon descendeur, peut imaginer prendre des risques. Voici Rossano Brasi, Richard Virenque. Regardez derrière, il y a un trou, Bernard. Hein. Ah ouais, l'avance est importante. À partir du moment où les coureurs se lancent les uns après les autres à l'attaque, en principe, ça ne marche jamais bien. Seulement si une équipe, c'est Pantani. Marco Pantani. Ouais. Là, lui, quand il voit Richard Virenque devant, et ça le défrise, si j'ose dire. Il imagine qu'il est dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et attention, hein, Richard Virenque et Brasi ont créé... Maintenant, le problème, c'est savoir est-ce que Brasi voudra collaborer avec Richard Virenque. Vous voyez vous avez vu qu'il avait un écouteur qui fait qu'il est en liaison. Voilà. Alex Tanga, le directeur sportif de la Polti. Et bien sûr, il y a Fabrizio Guidi qui est derrière. Guidi qui, a priori, est le leader désigné de la Polti sur ce Milan-San Remo. D'autant plus qu'Axel Merckx, tout à l'heure, on l'a vu, a été retardé par la chute. Voilà Richard Virenque qui relance. Richard Virenque qui nous confie encore hier soir avoir passé un bon hiver, loin des sollicitations, loin de la pression. Il s'est reposé auprès de sa femme, auprès de sa petite fille. Vous avez vu que Brasi était en conversation avec son directeur sportif. Enfin, je pense que c'est son directeur sportif. Tanga. Il existe maintenant des 14 secondes. Il existe des systèmes où les coureurs peuvent se parler directement entre eux. On a vu ce matin Alberto Elli et Pascal Chanteur converser entre eux directement. Et attention, hein, parce que cette échappée se développe. C'est excellent pour Richard Virenque et Brasi, qui va prendre en charge. Donc on nous remontre. Il y a juste un petit inconvénient, c'est qu'on a quelque chose à l'oreille. Là, ça n'est pas très confortable. Tranquille, il lui a dit. Alors, est-ce qu'il veut lui dire tranquille, on va récupérer un peu avant le Poggio? S'il veut lui dire tranquille, moi je vais tranquille parce que je ne peux pas rouler autant que je le voudrais. Alors il faut préciser, c'est important que si Rossano Brasi se décidait à rouler, il peut être un allié de circonstance pour Richard Virenque. En effet, en 1993, Rossano Brasi appartenait à l'équipe d'Italie, championne du monde du contre-la-montre par équipe. C'est donc un bon spécialiste, 18 secondes, 4 secondes de mieux. C'est donc un bon spécialiste du contre-la-montre de l'effort solitaire, Rossano Brasi. Et il peut devenir un excellent allié. Vous voyez que l'équipe Lotto roule pour André Hitchmill. L'équipe Lotto de Jean-Luc Vandenbroek a décidé d'assurer la poursuite. Richard Virenque. Il incite Brasi à passer et Brasi refuse. Brasi qui a gagné le Tour d'Hambourg l'an dernier et le Grand Prix de l'Escaut en 1995. 1m80, 70 kg. Voilà Richard Virenque. Richard Virenque qui fait signe la poignée, ce que l'on appelle la poignée. Malheureusement pour Richard Virenque, il y a Guidi dans le peloton derrière. Je pense que si Guidi n'était pas là, Brasi n'aurait pas hésité à rouler, mais là il ne peut pas handicaper son leader. Alors dans le groupe derrière, il y a Bartoli, il y a Zabel, il y a André Hitchmill et il y a Laurent Jalabert. Pour l'instant, les atermoiements du groupe font les affaires de Richard Virenque, hein, parce qu'il va pouvoir rouler, il va pouvoir garder son avance sans faire trop d'efforts. Et puis après, il faudra lâcher Brasi en montant le Poggio. Maintenant ça va un petit peu moins bien parce que les lotos se sont
vraiment regroupé cette fois. Oui, André Schmil a gagné 5 courses depuis le début de l'année, dont 2 étapes consécutives dans Paris-Nice. Il fait signe, Richard. Je crois qu'il n'est pas très content de l'attitude. Il s'échappe et après il ne veut plus rouler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire? Il est un peu désappointé, désabusé par l'attitude de Rossano Brasi, Richard. Je pense qu'il faut rester concentré. Il peut continuer à rouler tant que le peloton derrière ne roule pas très fort. Il a relancé. Il peut conserver son avance. Au dernier pointage, ils avaient 18 secondes. C'est important, 18 secondes. D'autant plus, rappelons-le, qu'après le sommet du Poggio, la descente est difficile et qu'il est extrêmement difficile de combler en fait un écart dans la descente du Poggio. Oui, face à un bon descendeur, Richard descend très bien. Face à un bon descendeur, c'est difficile. 10 km de l'arrivée. Parti en contre derrière. Peter Farazin, non, en fait il accélérait. Voilà, ça y est, Richard s'est lancé maintenant. Il s'est lancé. Il y a un moment qu'il est lancé, je veux dire qu'il se lance tout seul. Il est dans une situation qui est très difficile parce qu'il se trouve à un moment où il faut absolument faire un effort, mais il est obligé de contrôler son effort parce qu'il y a Brasi avec lui. Et puis ce retour des lotos, là, 12 secondes me semble-t-il. 12 secondes et le très gros travail de l'équipe Lotto juste derrière. Vous avez vu le rideau formé par l'équipe Casino. Il y a là également Franco Ballerini. Emmanuel Magnien, qu'on a vu à l'instant, de la Française des Jeux, qui est aussi bien placé. On avait vu tout à l'heure Stéphane Hulot. Il y a là également Magnien. Ça y est, le pied du Poggio. Voilà, nous sommes au pied du Poggio. Sur le parcours depuis 1960. 5300 mètres de l'arrivée. Il faut virer dans les 10-12 premiers. Après, ça devient... Enfin, virer. Oui, ça fait un petit virage, une petite chicane. Il faut être dans les 10-12 premiers. Alors, il y a très exactement 3940 mètres d'ascension. Pente moyenne, 6,7%. Le record de l'ascension a été établi en 95, 6 minutes, Laurent Jalabert et Maurizio Fandriest. C'est l'année où Laurent Jalabert avait gagné. Le Poggio qui, bien sûr, s'est souvent révélé décisif. Alors Richard Virenque ne se retourne plus, ne fait plus de gestes. Il roule, Richard, et il a raison. Ah oui, tout à fait. De toute façon, ce qu'il faut maintenant, c'est monter très très vite, fatiguer Brasi. Et bon, si possible, en haut, essayer de le sortir de la roue, mais ce ne sera pas une tâche facile. Mais Richard n'a pas beaucoup de choix, là. Casino, je crois, qui est parti en compte derrière. Ce serait bien Alberto Eli, ça, non? Et Laurent Dufaux. Laurent Dufaux dans la roue, c'est le travail d'équipe, la course d'équipe. Laurent Dufaux qui est, vous le savez, l'un des coureurs les plus proches. Ça a explosé de bonheur là. Oui. L'un des plus proches de Richard Virenque dans cette équipe Festina. Voilà Richard Virenque qui fait tout le travail avec dans sa roue Rossano Brasi. Rossano Brasi qui aura 26 ans le 3 juin prochain. Il est né à Bergame, ville d'arrivée du Tour de Lombardie. Et professionnel depuis 1994 au sein de la même équipe, Polti, avec Gianluigi Stanga. C'est bien ce que fait Richard, il pédale, il va sans se retourner, il va à son allure, il fait sa course à lui. Mais malheureusement, il n'évitera pas le retour d'une partie du peloton. Le groupe d'une cinquantaine d'hommes a explosé. Il doit en rester à peu près une vingtaine. Voilà, Virenque et Brasi ont été repris. Attention à Schmil qui est ici. Schmil, il est juste devant vous, là. Attention, il guette l'occasion là. Il guette l'occasion, il va attaquer dès qu'il en a la possibilité. André Schmil en 4e position. Un peu moins facile maintenant parce que le peloton, enfin une partie du peloton est revenue. Laurent Jalabert, bien placé. On ne voit plus les télécoms là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais plus beaucoup les télécoms. Alors Richard Virenque. Ouh, là, ils sont partis tourner.
ce groupe. Ça monte très très vite et pourtant ça ne casse pas franchement. Richard Virenque. Il semble que c'est Magnin en deuxième position, le coureur de la Française des Jeux. Ça va très vite. Virage trop large, failli heurter cette colonne de briques. Regardez Laurent Jalabert, il est 5e. Emmanuel Magnin est 2e. Schmilet 3e. Et il y a juste devant eux Gabriele Colombo. Le voilà Colombo, le vainqueur en 96. Laurent Jalabert est juste derrière. Voici les coureurs de Casino, Hamburger et Alberto Eli qui sont également très bien placés. Il y a là également bien placé Stefano Zanini. J'ai pas vu par contre Frank Vandenbroek. Michele Bartoli a rétrogradé dans ce groupe. Attaque de Laurent Jalabert. Colombo dans sa roue. Dans sa roue, Gabriele Colombo. Je vous le disais, Laurent Jalabert a très bien couru. Il était resté en 25e position et il est remonté progressivement. Il se retrouvait ensuite en 6e, puis en 5e position et il vient à l'instant d'attaquer. Hamburger est revenu. Gabriele Colombo dans la roue. Emmanuel Magnin est là. Il y a là également Laurent Dufaux. Beau Hamburger. Il y a Magnin également. Attention à Jalabert qui va peut-être réaccélérer. Voilà Emmanuel Magnin avec le 115 dans la route Dufaux. Colombo en 2e position. Eli qui part sur la droite. Alberto Eli qui attaque sur la droite. Alberto Eli qui avait terminé 2e l'an dernier, on se souvient du sprint. Derrière Eric Zabel. Alberto Eli qui avait gagné l'an dernier par exemple le Midi Libre. Oh, quelle attaque d'Alberto Eli. Attaque très tranchante d'Alberto Eli. C'est Zanini, hein, c'est bien ça, c'est Stefano Zanini. Avec Schmil, semble-t-il, dans sa roue. Voilà Alberto Eli. L'attaque de Eli qui était vraiment très nette, très tranchante. Eli qui possède un petit avantage. Oula, pour la descente, ce sera difficile parce qu'il sera poursuivi par un groupe assez nombreux. Heureusement pour lui, la descente est très technique et un groupe n'est pas très avantagé hein, par rapport à un homme seul. Le sommet du Poggio, nous sommes à 5300 mètres, 5 km 300 de l'arrivée via Roma à San Remo. Une descente avec des virages très marqués, très prononcés. Les conditions météo sont excellentes. La route n'est absolument pas glissante. Et cette course est très longue. On a vu tout à l'heure, il y a une vingtaine de kilomètres, on voyait Zabel et Bartoli vraiment très bien placés. Mais maintenant, on ne les voit plus. Ce sont d'autres hommes qui sont venus. Puis Schmil, puis Laurent Jalabert. Et maintenant, ce sont d'autres coureurs qui sont venus. Ça faisait un moment que les coureurs de l'équipe Casino tournaient autour. On les voyait extrêmement présents. Parmi les 10 premiers du peloton, on avait vu Yerman, on avait vu Hamburger, on avait vu Rodolfo Massi. Et Alberto Eli qui était l'un des leaders désignés par Vincent Lavenu. Je ne sais pas si Alberto Eli va pouvoir tenir tête au peloton qui est lancé derrière lui. Coureur expérimenté Alberto Eli, professionnel depuis 1987, ça fait 11 ans qu'il est professionnel. Il vient d'avoir 34 ans le 9 mars. Il totalise 19 victoires à son palmarès. Ça va être difficile pour Alberto Eli. Il se retourne, il est encore assez bien, hein, la présence d'esprit, la force de se retourner, de juger de son avance à un moment où ça n'est pas dangereux pour lui, où ça ne lui coûte aucun effort et aucun temps. Et le peloton n'est pas très loin. La distance est assez grande, mais comme les coureurs descendent ici à une allure très rapide, eh bien l'écart en temps n'est pas très important.
Alberto Eli peut seulement compter sur un regroupement des deux pelotons derrière lui, avec un petit moment éventuel de ralentissement au moment d'un regroupement. Souvent il se produit un ralentissement. 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 8 et 3, 11. Je pense qu'il y a 18 coureurs. Mais le deuxième groupe n'est pas très loin. Ouais, il y a 18 coureurs en file indienne. Et tout le monde participe dans la chasse derrière Eli. Ce sera difficile pour l'homme de Casino. Il a fait un très gros effort pour redémarrer, pour rester en tête dans le Poggio. Et puis là, il est obligé de continuer son effort. Il n'y a pas de moment de récupération, alors que ses adversaires, eux, bénéficient de temps en temps d'un petit moment de récupération dans les roues. Bartoli. Alberto Eli en point de mire d'un groupe d'une vingtaine d'hommes dans lequel il y a Laurent Jalabert, dans lequel il y a Emmanuel Magnien, dans lequel il y a Richard Virenque. Au bas de la descente, il restera très exactement 2300 mètres. Et vous avez vu comment s'est effectuée cette sélection. D'abord dans la Cipressa et ensuite donc dans l'ascension du Poggio, où l'attaque de Laurent Jalabert a fait exploser le groupe de 50 coureurs. Mais Laurent n'a pas réussi à partir seul. Le premier à réagir étant Gabriele Colombo, qui s'était imposé en 96. Voici Alberto Eli. Il a terminé la descente, Alberto Eli. Tout ce qui lui reste comme force, lui qui est bien sûr un coureur de nationalité italienne, né à Guisano, tout ce qui lui reste comme force, Alberto Eli va le donner. Vous avez vu son visage, très très impressionnant. Nous sommes maintenant dans San Remo. Les poursuivants ne sont vraiment pas loin. Ça va très très vite. Voici Eric Zabel, regardez comme il est bien placé. Eric Zabel en deuxième position, qui avait déjà gagné l'an dernier. L'an dernier, il avait réglé le sprint d'un groupe de 41 coureurs. Là, le groupe est beaucoup moins étoffé, mais il faut... Alberto Eli qui se relève. Alberto Eli qui se relève. Attention, attaque d'un autre coureur de Casino. Peut-être Hamburger. Attaque d'un autre coureur de Casino, en l'occurrence Rolf Hierman, le vainqueur de Tirreno Adriatico. C'est bien joué de la part de l'équipe Casino au moment où la jonction s'est effectuée. Mais tout de suite, réaction des coureurs de l'équipe Lotto, en l'occurrence c'est André Schmil. Oui, c'est Schmil lui-même. C'est lui-même qui est revenu. Attention, ça va ralentir en tête de peloton là. Et il risque d'y avoir une contre-attaque. 3 et 3, 6. Et oui, il y en a une sur la gauche de la route là. Serait-ce Guidi. Attaque d'un coureur de la Polti. Il faudrait le voir d'un peu plus près. On tourne vers la fontaine, encore 50 mètres, on va tourner sur la droite et le coureur de la Polti est rejoint. On entrera alors dans la dernière ligne droite. Voilà Gabriele Colombo en première position, Eric Zabel est derrière lui, Emmanuel Magnien en troisième position. Il y a là également, je crois que c'est Frédéric Moncassin, c'est bien lui, Frédéric Moncassin, qui est bien placé pour le sprint. Laurent Jalabert est dans ce groupe également. Bartoli. Michele Bartoli. Moncassin dans la roue de Zabel. Dufault emmène le sprint. Laurent Dufault en première position. Eric Zabel en deuxième position. Moncassin calé dans la roue d'Eric Zabel. Emmanuel Magnien qui est derrière. Eric Zabel qui fait l'effort au centre de la route. Eric Zabel qui avait gagné l'an dernier. Voilà Frédéric Moncassin qui est en train de revenir. Sprint extrêmement serré, mais il est battu. Deuxième Magnien, troisième Moncassin. Premier Zabel, deuxième Magnien, troisième Moncassin. Les Français se sont très bien comportés, mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. Le deuxième est Emmanuel Magnien, le troisième est Frédéric Moncassin, et le vainqueur, tout comme l'an dernier, est Eric Zabel. Regardez, le monde qui a envahi la foule
qui a déjà envahi la ligne droite après la ligne d'arrivée, alors que d'autres coureurs en terminent pour les places d'honneur. Un petit groupe là dont le sprint est réglé par Lars Mikkelsen de Danois. Voici Erik Zabel qui vient donc de réussir le doublé. On a vu tout ce travail de l'équipe Télécom dans les 60 derniers kilomètres. Et puis Zabel ensuite qui a terminé, si j'ose dire, en restant toujours au contact des meilleurs. Cette vue du port de plaisance de San Remo, il y avait jusqu'à présent, quand on regarde les... alors que l'on revoit, voilà, regardez, voilà, Laurent Dufaux était en première position, Laurent Dufaux s'écarte, voici Erik Zabel qui devient le patron de ce sprint, Bernard, au centre de la route, il n'y a rien à faire. Ah oui, Zabel s'est fait oublier un peu en montant le podio, mais là vraiment dans le sprint il n'y a rien à faire. Il l'emmène en tête, Moncassin a vraiment fait une très belle course, il est vraiment très bien placé. Mais malheureusement, il ne peut rien faire. Il se fait même passer sur la ligne, juste sur la ligne pour la seconde place. Deuxième Emmanuel Magnien, troisième Moncassin. Je pense que le quatrième est Andrei Chmil. Erik Zabel qui est né en 1970. Erik Zabel qui a 27 ans et demi. Il est né à Berlin, 1m76, 69 kg, papa d'un petit garçon. Passé professionnel fin 92, il totalise déjà 69 victoires, Erik Zabel. Il lance le sprint pourtant de très loin, hein. Ouais. Mais on sent vraiment une puissance énorme. Et Moncassin, qui était très bien placé, qui a fait une très belle course, ne peut vraiment rien. Moncassin, Magnien. Par contre, Magnien fait un très beau retour, hein. On voit Laurent Gelabert qui est derrière. Et regardez le visage de Frédéric Moncassin qui jette un regard à gauche. Rien à dire, rien à se reprocher pour Magnien et pour Moncassin. Voilà Zanini qui est juste derrière. Bartoli qui doit aussi être bien déçu. Voilà Zabel, Magnien, Moncassin. C'est Zanini, semble-t-il. Zanini, meilleur sur Chmil. Voilà Erik Zabel avec Giovanni Lombardi, son équipier. Il peut le congratuler car Giovanni Lombardi a fait une course formidable, pleine d'abnégation. Voilà Erik Zabel qui va recevoir donc les prix de vainqueur de Milan-San Remo, mais également le premier maillot de leader de la Coupe du Monde 1998. Quelle puissance! Ah oui, puissance extraordinaire. Jean-René? Oui, Gérard. On reste quelques secondes avec vous pour voir le podium quand même, parce que c'est quand même intéressant de voir juste derrière Erik Zabel qui réussit le doublé, Magnien et Moncassin et Fredo. Il y avait Cipollini aussi hein, qui était là derrière. Moi je l'ai vu, dans le... regardez avec le bandeau blanc là derrière. C'est pas Cipollini. C'est pas Cipo celui-là. Non, c'est pas Cipollini. D'accord, pardon. Non, il a été décroché de Cipollini dans l'ascension de la Cipressa. D'accord. Il me semblait. Bartoli, on voit également. Ouais, on voit Michele Bartoli là, qui va être à peu près 7e, 8e. Et impossible pour Frédéric Moncassin de revenir à la hauteur du pédalier. Hein. Oui, il y avait franchement rien à faire. Et je pense qu'il n'y aura ce soir, au moment où Frédéric Moncassin fera le bilan de sa journée, je pense qu'il n'y aura rien à regretter. Et il en est de même d'ailleurs pour Emmanuel Magnien. Ils sont tombés sur le sprinter le plus complet du peloton actuellement. C'est-à-dire que dans un sprint normal, naturel, dans une étape en ligne d'une grande course par étape, des garçons comme Cipollini, comme Tom Stills peuvent battre Erik Zabel. Par contre, dans une épreuve comme Milan-San Remo, avec cette difficulté, l'enchaînement dans les 22 derniers kilomètres de la Cipressa prix du Poggio, un garçon comme Tom Stills se trouve en retrait, car il négocie moins bien ce que l'on appellera, disons, de la moyenne montagne. Et Erik Zabel, lui, a acquis une puissance suffisante maintenant pour pouvoir enchaîner cette moyenne montagne et garder donc sa vélocité et venir ensuite régler tout le monde. C'est véritablement exemplaire, impressionnant. En plus, Erik Zabel venait de gagner 3 étapes de Tirreno Adriatico, donc on savait qu'il était très fort. Il avait, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le